Je vais ouvrir la discussion tout de suite. Je pense que vous avez, malgré l'heure tardive, vous avez sans doute des questions brûlantes, oui? Donc, au niveau de l'hydrogène, donc c'est plutôt à droite. Le projet Verso Énergie, je résume, donc c'est la sidérurgie sarroise qui a annoncé un projet d'utilisation d'un hydrogène fabriqué par électrolyse sur Carlin, pour résumer, et Gazelle Énergie. Ce projet-là a franchi différentes étapes. C'est un des plus solides au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'à terme, il y a des étapes qui vont concerner l'hydrogène bleu ou blanc? Enfin, en tout cas, est-ce que derrière l'hydrolyse, il est prévu de récupérer l'hydrogène des sous-sols? C'est une bonne question. Donc, merci de l'avoir posée. Donc, c'est une question d'actualité, de toute façon. Alors, en effet, la question qu'on se pose, c'est comment transposer le projet Régalore, qui est un projet français, local, pour en faire un projet frontalier. Donc, avec aujourd'hui déjà beaucoup d'interactions avec les acteurs sarrois, avec les acteurs du Luxembourg, et en essayant de combiner en fait ces opportunités en termes d'utilisation de l'hydrogène, qui sera une utilisation pas en France, mais qui sera clairement et au Luxembourg et en Sarre, dans un premier temps, c'est de mixer donc cette production avec un transport, parce qu'on ne peut pas considérer l'hydrogène sans penser au transport de l'hydrogène. Donc il faut savoir qu'il y a un projet important qui est soutenu nationalement et localement par la région Grand Est aussi, qui est le projet Mosaïque, donc avec quelque part un hub donc, pour l'hydrogène entre le Luxembourg, la Sarre, et ce n'était pas prévu initialement, mais le nœud de ce transport se situe exactement sur Faulquemont, là où on est en train de prospecter l'hydrogène. Donc en théorie, ça ne devrait pas être trop compliqué. Simplement pour dire, et ça me permettra de conclure sur ce sujet, nous sommes en train de démarrer un nouveau projet avec de nouveaux partenaires qui auront pour objectif non seulement de faire de la prospection sur l'hydrogène naturel, mais aussi de développer des outils de production. Donc là, on change aussi d'ambition. Nous a rejoint donc Saint-Gobain en recherche, qui est une entreprise bien connue et qui va nous accompagner dans le développement donc, de systèmes à membrane, notamment pour pouvoir faire de la séparation in situ de gaz. Et on va travailler aussi avec un autre acteur, celui-là du transport et du stockage d'hydrogène, qui est Terega Solutions. Donc, qui vont nous aider justement à raccorder quelque part notre site de production au réseau, et en allant et en ciblant donc des utilisateurs. Donc on est en train de forer, donc avec un forage très profond dans la région. Je dis très profond parce qu'il faut remonter aux années 60 pour avoir atteint ce genre de profondeur dans la région, puisqu'on va faire du 4 km et plus. Donc on en est à 1 km de profondeur actuellement. Donc voilà, vous allez le voir sur la dernière diapositive, je pense. Si vous passez sur la région de Faulquemont et au niveau de la commune de Pompierre, vous verrez l'image que vous voyez en bas à droite, c'est l'état du forage à cette heure-ci, si vous vous promenez dans la région. Donc bon, c'est pas vraiment la Tour Eiffel, hein, ça fait que 40 mètres de haut. On fait appel à des équipes qui sont donc internationales pour ce forage, puisqu'il n'y a plus trop de savoir-faire au niveau français. Et donc on a une équipe essentiellement autrichienne qui travaille actuellement sur ce site. Ce site peut être visité si ça vous intéresse. Tout ça, ça doit s'organiser assez rapidement, puisqu'on estime, ou on espère en tout cas, avoir fini le creusement début février. Si vous souhaitez visiter, il faut vous regrouper, ou en tout cas essayer de faire une demande groupée de personnes qui seraient intéressées par la visite. Soit vous m'envoyez votre demande, soit vous passez directement par la Française de l'énergie, qui est l'opérateur sur le site, et on peut organiser cette visite. Je pense que ça vaut le coup, c'est pas si fréquent d'avoir l'opportunité de visiter un chantier comme celui-là. Merci. Alors, moi, après avoir écouté toutes ces intéressantes contributions, et également les précédentes d'ailleurs, il y a quelque chose, une idée qui survient tout de suite, c'est qu'il y a un problème de temporalité essentiel, et les échelles de temps dans lesquelles se situent certains types de recherche
même si ces recherches sont parfaitement à soutenir, pas soutenables au sens de la sustainability. Certains secteurs industriels sont dans une véritable situation d'urgence, au risque de disparaître. Et l'exemple de Novacarb, on voit bien que c'est des petites échelles de temps. C'est à court terme que se situent ces impératifs de décarbonation. Or, moi, je voudrais poser une question qui concerne aussi M. Pérez par rapport au nucléaire. C'est que le seul nucléaire qui fonctionne très bien dans la région et qui produit effectivement une énorme quantité d'énergie sous forme électrique, c'est un nucléaire qui est parfait pour produire de l'électricité en base. Et on voit bien que les problèmes de modulation liés à la gestion de l'intermittence des renouvelables, c'est déjà une complication qui n'aide pas pour la maintenance. Mais il y a un nucléaire d'un autre type, dont j'espère qu'il va arriver bientôt, qui permettrait de produire non seulement de l'électricité, mais de la chaleur, en particulier pour des sites industriels, et c'est avec des petits réacteurs innovants de 4e génération. Il me semble que la Lorraine serait parfaitement adaptée à l'implantation de tels réacteurs. Je pose la question directement à M. Bouijon pour Novacarb, mais il y a d'autres sites, et sur le site de Saint-Avold, évidemment, qui serait parfaitement adapté, puisque aussi pour la production d'hydrogène, le fait d'avoir des petits réacteurs qui permettent de travailler à plus haute température, d'avoir des performances plus intéressantes vis-à-vis de la production d'hydrogène, c'est aussi un élément, même si évidemment, c'est pas pour tout de suite. Cependant, il y a des projets qui, je vais pas dire le nom, mais enfin, tout le monde connaît, j'imagine, des entreprises comme Jimmy. Il y a des projets qui visent à démarrer assez rapidement, même si d'autres, peut-être plus intéressants d'ailleurs, sont à plus long terme. Mais donc, est-ce que dans la réflexion pour notre région, ça ne serait pas intéressant d'inclure cette perspective? Parce qu'en termes de réindustrialisation, je pense que c'est un enjeu absolument majeur. Sans énergie, il n'y aura plus rien. Hein. Je ne sais pas qui répond sur le sujet, mais je veux bien répondre pour la partie nucléaire. En tous les cas, c'est un sujet que je n'ai pas évoqué tout à l'heure dans la présentation, mais on a un projet de récupération de chaleur fatale sur la centrale de Cattenom. Et le groupe EDF travaille effectivement sur ces sujets-là, de réseaux de chaleur connectés aux centrales nucléaires et pas forcément qu'au SMR, sur les futures générations de réacteurs. Nous, côté Cattenom, on est plutôt sur un dispositif qui rentre dans ce stratégie d'économie d'eau, parce que ce serait plutôt d'essayer de récupérer une partie de l'eau chaude du circuit de refroidissement pour capter ces calories et les envoyer sur un réseau de chaleur. Donc vous avez dû voir dans la presse quelques articles sur le sujet. Donc la solution technique, aujourd'hui, elle existe. Peut-être que le SMR, demain, en tous les cas, les entreprises qui portent ces sujets aujourd'hui sont nombreuses et en difficulté. Au-delà de la capacité à faire, c'est qu'on est dans un monde plutôt orienté start-up, qui méconnaissent souvent le milieu nucléaire, et donc là, qui vont être confrontés à de nombreux problèmes à résoudre. C'est pas juste d'annoncer qu'en 2030, j'aurai développé un SMR et qu'il sera en production, pour que demain, ça soit une réalité. Donc, entre les messages et les réalités, il y a une différence, et leur capacité à lever des fonds sur des longues périodes est un autre sujet. Donc oui, probablement qu'il y aura des SMR dans les décennies à venir. Quel est je ne sais pas. Le groupe EDF y travaille aussi. On travaille sur ces réflexions de production de chaleur, que ce soit côté SMR ou côté plus grosses centrales nucléaires, et aussi sur des centrales existantes, pour celles qui ont un profil avec des populations à proximité, pour voir comment on peut optimiser tout cet ensemble. Donc c'est toutes ces pistes-là qu'on travaille pour le futur, sachant, comme je l'ai dit, on est encore là pour longtemps, et donc pour le tout, il y a plutôt intérêt à développer cette technologie aussi sur les sites existants. Alors, je vais vous donner le point de vue de celui qui utilise. Déjà, désolé si je vous ai donné l'impression qu'on était en danger. On n'est pas en danger, mais comme l'objectif, c'est de rajouter 170 ans à 170 ans et de fêter 340 ans un jour, pas nous, il faut qu'on prenne les bonnes décisions. Et c'est là où c'est difficile, prendre les bonnes décisions. Ensuite, on a mis les SMR dans notre roadmap là, pour dire, voilà, on les a mis. Mais très honnêtement, et je vais être un peu moins positif sur le sujet, et puis alors là, je vais vous donner des choses personnelles, et pas des choses qui engagent ma société, mais ma réflexion personnelle à moi. On l'a mis parce que ça serait extrêmement adapté d'un point de vue industriel.
On adorait faire ça. Maintenant, moi, j'étais patron de plein d'activités industrielles où il y avait de l'activité minière. Aujourd'hui, vous savez que c'est juste impossible d'ouvrir une exploitation de placoplâtre, enfin de récupération de gypse. Vous voyez, le lithium, là, on a du lithium en Auvergne, je sais pas où, c'est juste impossible. Ils n'arrivent pas à démarrer l'activité parce que les gens, ils sont contre. Très honnêtement, on vous dit, bah ouais, si vous êtes contre l'industrie, c'est gênant. Mais en même temps, moi, si vous me dites qu'il y a 90 camions qui vont passer devant chez moi, je suis pas super content, moi, à titre individuel. Et quand vous vous dites qu'on n'arrive pas à pousser des activités comme le lithium, dont on nous parle tous les jours à la télé, on nous dit le lithium, le lithium, le lithium, on en a en France, on n'arrive même pas à l'exploiter. Vous pensez vraiment que les gens, quand on va leur dire, tiens, on va te mettre un petit réacteur nucléaire dans le jardin, parce qu'on n'est pas en train de parler de gypse, hein. Le gypse, c'est sympa, hein, c'est un truc, mais un petit réacteur nucléaire dans le jardin, je suis pas bien sûr que l'opinion publique il soit prêt à ce genre de choses. Il y a plein de gens qui travaillent sur la formation des gens, l'éducation des foules. Allons-y, parce que là, je pense qu'il va falloir mettre les bouchées doubles, hein, si on veut faire du SMR. Le sujet est plutôt à l'international. La réglementation française, ça va être compliqué, effectivement. C'est un des sujets, les questions d'acceptabilité en est un autre. Mais effectivement, on voit d'autres industriels en Lorraine Nord qui se sont installés récemment avec les mêmes difficultés, en fait. C'est aujourd'hui, installer une industrie quelque part en France, c'est compliqué. Et installer une industrie nucléaire autre part que sur des sites nucléaires existants, ça va être encore plus compliqué. Donc, il faut juste avoir conscience de ça. Après, les technologies vont se développer, puis on verra finalement à quelle échéance et quelles solutions, quels débouchés on pourra leur trouver. Ça, c'est une question cruciale et je pense que ça s'adresse aussi à la formation. Sophie, Non, mais c'est certain que ça s'adresse aussi à la formation, bien sûr. Non, mais après, il faut juste savoir poser la bonne source au bon endroit. On a des technologies, on peut les déployer. Donc, pourquoi ne pas utiliser l'énergie de Cattenom pour faire plus de chaleur? On sait bien que cette modulation de puissance électrique, elle pourrait aussi être au bénéfice de la production. Oui, mais on peut brûler de l'hydrogène. Oui, on parlait d'acceptabilité, mais justement aussi, il y a toute une sensibilisation à faire au grand public, hein. C'est de la communication, c'est d'amélioration des connaissances au travers de médiation scientifique, et c'est des sujets qui sont importants. Et aujourd'hui, en fait, on a ces réticences parce qu'on a une méconnaissance. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler en parallèle de nos travaux de recherche. Et c'est un des enjeux à l'université. On forme nos étudiants, mais en fait, on forme beaucoup plus largement. Dernière question, mais ultime question. À propos de lithium géologique, donc on parlait du gisement des Chassières qui a du mal à démarrer. Mais est-ce qu'il y en a dans les sous-sols lorrains, dans les évaporites où il y a le sel? Parce qu'en Alsace, ils retrouvent du lithium dans des sources géothermiques. Oui, en Alsace, au niveau du fluide géothermal, ils extraient le lithium et justement, c'est un moyen de rentabiliser aussi l'activité de la géothermie en co-valorisant des produits. Et c'est justement, c'est dans nos projets d'aller étudier à certains niveaux, alors soit évaporitiques, mais également au niveau argileux, de voir quelles sont ces concentrations en lithium et est-ce qu'il y aurait une rentabilité d'aller les exploiter. Mais ça fait partie des pistes justement à renforcer en termes d'amélioration des connaissances pour savoir si réellement on en a et à quelle teneur. Bien, mesdames, messieurs, nous allons clore cette table ronde. Je voudrais juste dire deux mots. Ce que je retiens moi, en particulier, beaucoup de choses de cette table ronde, c'est le dynamisme, à la fois le dynamisme académique, le dynamisme industriel pour s'adapter aux nouvelles donnes, les étroites interactions entre ces deux mondes, et puis finalement que la transition énergétique, elle ne se fera pas sans la Lorraine, parce que la Lorraine est une véritable terre de ressources. Hier, les matériaux solides, aujourd'hui et demain, les matériaux gazeux, si je puis dire ainsi. Et je pense que voilà, on doit se réjouir du futur. Un grand merci encore pour votre participation, vos contributions. Merci pour votre écoute. Et je passe la parole au président. Vous avez vu que on a commencé hier à 14h et tout doucement, progressivement, est apparue une notion fondamentale, la formation des étudiants et l'incitation à ce qu'ils fassent des études pour devenir ingénieurs, techniciens, ouvriers spécialisés, tout ce que vous voulez. Et donc, c'est pour ça que je voudrais maintenant donner la parole à Madame Leleu, à Monsieur Mathéis, s'il est toujours là, parfait, et à Madame Didier-Jean
pour qu'elle s'adresse aux étudiants. N'oublions pas que tout est enregistré et que tout va être sur notre chaîne YouTube, celle de l'ALS, et que nous allons proposer tout ça au rectorat. Faire un message sans avoir les partenaires et les chercheurs à nos côtés, ce n'est pas le bon message. Et donc, permettez-moi, mesdames et messieurs, de changer quelque peu l'organisation telle qu'elle était prévue, mais que vous soyez bien autour de nous, parce qu'on s'adresse bien aux jeunes gens qui, demain, devront avoir confiance en ce que vous allez leur dire sur le fait de s'engager. Donc, je crois qu'on a besoin d'être tous sur scène, madame la chercheuse, mesdames, messieurs, je pense que c'est important, si vous voulez bien. Alors, je ne sais pas si je dois parler au nom de tout le monde, mais en tout cas, si on s'adresse à la jeunesse, qu'on soit collégien, lycéen, étudiant, moi, je voulais juste dire que si vous voulez vous engager dans des métiers où vous allez avoir du sens du concret, vous allez pouvoir avoir une carrière variée à différents niveaux, avoir des évolutions de carrière, pouvoir bouger aussi bien au sein de votre région qu'à l'international aussi, et revenir dans cette belle région Grand Est. Vous pouvez vous engager dans des formations dans la région. Il y en a énormément à tout niveau et d'excellente qualité. Des lycées prestigieux, des IUT, des universités, des grandes écoles. Et puis, vous allez pouvoir vous engager aussi dans des métiers et des entreprises. Il y a des pépites ici, il y a des grands groupes. Et il y a de quoi avoir une belle carrière. Quand on est lycéen, collégien, on n'imagine pas tout ça. Mais en tout cas, si vous aimez le concret, si vous aimez vous engager et vous aimez aussi vous engager pour la planète, puisqu'on a parlé beaucoup de développement durable et aussi du futur de cette planète, eh bien, engagez-vous dans des formations qui vont vous mener vers des belles carrières dans l'industrie, dans cette région ou ailleurs. Mais en tout cas, engagez-vous, on a besoin de vous. Nous sommes bien nombreux à avoir travaillé sur le monde d'aujourd'hui. Il vous appartient maintenant de travailler sur le monde de demain. Vous en êtes capables, nous avons confiance en vous. Venez nous rejoindre. Et donc, pour compléter ces messages, moi, je voudrais dire que ce qu'il faut surtout, c'est essayer d'acquérir une formation solide dans un domaine technique et ensuite avoir une ouverture d'esprit sur des disciplines qui seraient connexes, parce que l'innovation dont on a encore besoin pour le futur industriel et le futur en général, c'est aussi de mettre en communication des disciplines qui n'ont pas forcément à voir comme ça sur le papier, mais qui peuvent apporter des solutions, comme la biologie avec la mécanique ou d'autres choses. Et enfin, je voudrais simplement encourager aussi les jeunes filles à s'intéresser aux métiers techniques parce qu'elles ont des valeurs à défendre et puis elles ont aussi des compétences comme les garçons et qu'on a besoin de leurs compétences dans l'industrie. Quelques mots. Moi, j'ai beaucoup apprécié les derniers échanges. Là, je n'ai pas pu participer à toute la journée, mais en tout cas, j'ai retrouvé un certain nombre de messages importants. Le premier, c'est que on a énormément de potentiel dans notre pays, dans notre région et en Lorraine. Vous l'avez vu. Simplement, il faut que chacun puisse travailler avec les autres. On l'a vu avec ce que nous disait Christian tout à l'heure, qui est un consommateur, avec nos amis producteurs d'énergie. On a besoin que les autres travaillent avec les autres et on a besoin de ne pas avoir de défiance. Et moi, je voulais vous remercier d'avoir organisé cette journée parce qu'elle permet de décloisonner un petit peu notre société qui est par trop cloisonnée. J'ai fait ma vie professionnelle dans une grande entreprise d'énergie et c'est vrai que quand on parlait du monde des élus, alors déjà, on ne parlait pas des élus, on parlait de la politique, des politiques. C'est déjà dire beaucoup de choses. On était toujours très, très méfiants. Je pense que vous avez vu, et il y a eu des témoignages qui en ont attesté, le conseil régional, par exemple, prend à pleine main l'aide à toute l'industrie, au développement de l'industrie. On aide des toutes petites pépites, on les aide à faire des business plans, on les aide à se faire connaître, à aller sur des grandes manifestations aux États-Unis, en Europe, en France. Et puis, on aide également des grandes entreprises à moderniser leur production, à moderniser leur savoir-faire. On essaye de casser ces cloisons. Et aujourd'hui, ces échanges-là ont permis de faire cela. Je crois qu'on souffre de beaucoup dans notre pays de rigidité administrative. Notre ami Zicherman vient de nous quitter. Bon, il sait de quoi on parle, lui qui a été DDT et directeur régional des territoires. Mais on a des procédures qui sont énormes. Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi. Quand on travaille avec des gaz qui sont sous terre, quand on travaille avec le nucléaire, on doit faire très attention. Mais on a le droit de faire attention et d'avancer et d'aller vite. C'est navrant de temps en temps de constater que d'autres personnes à l'autre bout du monde ont des procédures qui vont
4 fois, 5 fois plus vite que nous. Et c'est un cercle vertueux, parce que ce qui n'est pas frontière administrative, eh bien, cela se décuple au niveau de la capacité à innover, à aller chercher de l'innovation dans tous les processus. Quand vous voyez le nombre aujourd'hui d'innovations, la quantité d'innovation qu'il peut y avoir, pour ne citer que la Chine par exemple, par rapport à ce que l'on a dans notre pays, c'est faramineux. Donc il faut que l'on donne envie, et notamment aux jeunes générations, aux élèves des écoles, à prendre des initiatives, de temps en temps à bousculer les machines pour qu'on arrive à aller vite et qu'on ne se fasse pas manger par la concurrence. Le nombre de brevets qui sont déposés aux États-Unis, par exemple, dans un domaine que je connais bien, qui est celui de la fonte, ils en produisent 7 fois plus que nous ici. Ils n'aboutissent pas tous non plus, mais en tout cas, ça doit nous interpeller. Et on a des capacités, on a des ingénieurs, on a des jeunes ingénieurs, mais il faut qu'on les incite à innover et à pouvoir ne pas être victime de toutes les contingences qu'on s'est créées administrativement et qui dégénèrent sur le monde de l'entreprise au quotidien. Et je crois qu'aujourd'hui, certains connaissent l'institution régionale, eh bien, elle est là pour essayer de faire en sorte de bousculer tout cela et de faire en sorte qu'on arrive à avoir une industrie qui soit performante et qui soit à nouveau performante dans notre région. C'est vrai que ce ne seront plus les industries qu'on a connues avant-hier. Il ne faut pas verser une larme sur les mines de charbon, les mines de fer, etc. Ça fait partie du passé. Aujourd'hui, on a de nouvelles possibilités. La chaire Ressol qui a été créée entre l'université et un certain nombre d'industriels et de collectivités d'ailleurs, en est un exemple. Je crois qu'on doit tous travailler ensemble pour réindustrialiser notre territoire, notre belle Lorraine à laquelle on tient et qui est bien sûr partie prenante de l'ensemble du Grand Est. Et je crois qu'on l'a vu tout à l'heure quand on a parlé de la Sarre, de la grande région, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites dans le Grand Est, mais qu'on ne peut pas négliger non plus nos amis luxembourgeois, sarrois et belges. Merci beaucoup, merci messieurs les présidents, bravo, et ce genre d'initiative mérite d'être reconduit. Mes confrères présidents de l'Académie nationale de Metz et de l'Académie de Stanislas me confient la mission de clore ce colloque. Eh bien, je clôt ce colloque et je vous remercie infiniment et je voudrais remercier encore une fois le groupe de travail qui s'est mis en place le 22 avril, qui était composé de 5 personnes, dont moi-même. Je vais leur demander de se lever. Jean-Pierre Thomès, Marc Friedrich, Hervé Obed, Jean-Claude Derniam. Nous avions une belle boîte de chocolat avec un magnifique tapis d'alvéole doré de le fond, mais il fallait mettre les chocolats dedans, c'est-à-dire tous les intervenants. Et ça, on a réussi à le faire. Mais pour vous donner une idée, on s'est quand même réunis 8 fois en visio pendant les mois de juillet et au mois d'août. Et nous avons pu contacter des personnes. Ça veut dire qu'en fait, la France ne se met pas complètement en vacances. Merci beaucoup.